Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et en face-à-face avec deux invités de choix, Christian Chesneau et Georges Malbruno, journalistes spécialistes du Moyen-Orient, auteurs du grand déclassement Élysée, Quai d'Orsay, DGSE, les secrets d'une guerre d'influence stratégique. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, ça fait partie, il y en a encore, des journalistes qui ne se contentent pas d'être dans un bureau, le cul sur la chaise et ne pas bouger. Ces journalistes, ce sont deux journalistes qui vont sur le terrain, depuis très longtemps, et qui racontent ce qu'ils ont vu et qui interprètent ce qu'ils ont vu. Je rappelle quand même, Christian Chesneau et Georges Malbruno ont fait chacun des livres, mais j'appellerai ce qu'ils ont fait ensemble avec l'Irak de Saddam Hussein, les mémoires d'otages, le Qatar, les secrets du coffre-fort, les Qatar Papers, nos très chers émirs, oui, ça dit bien ce que c'est. Et là, c'est intéressant parce qu'ils ont fait, en fait, un super portrait de Super Macron en super ministre des Affaires étrangères. Comment cela ? Eh bien, en regardant une partie du globe non négligeable, le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, de Rabat à Riyad, en passant, alors le Moyen-Orient, évidemment, l'Afrique du Nord, c'est pas le Moyen-Orient, le Rabat, mais c'est cette espèce de zone très importante pour des tas de raisons qu'on sait. Donc, le déclassement français, Élysée, Quai d'Orsay, DGSE, le secret d'une guerre d'influence stratégique. Et ce qui frappe dans votre livre notamment, où vous reprenez la célèbre phrase de De Gaulle, vers l'Orient compliqué, je m'envolais avec des idées simples. Oui, sauf que les idées simples, elles restent, mais l'Orient est devenu de plus en plus compliqué, même par rapport au temps de De Gaulle. Et ce que vous racontez, c'est un portrait de Macron tout à fait étonnant. Vous dites, voilà, on a la deuxième région diplomatique du monde, la France. Vous racontez un peu ce qu'a été d'ailleurs Chirac et compagnie, enfin, toute cette époque d'avant Macron. Et puis vous racontez tout ce qui s'est passé, le Liban, l'Algérie, la Libye, l'Afrique du Nord, Maroc, Algérie, les Émirats, l'Arabie Saoudite, etc. Et vous décrivez alors, je voudrais vous dire, qu'est-ce que vous constatez de Macron, effectivement, ambassadeur, super pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Ce qu'on a constaté, c'est un président très actif, très volontaire, fougueux, qui, dès qu'il arrive à l'Élysée, s'attelle à des dossiers. La Libye, tout de suite, il fait une conférence sur la Libye, la Celle-Saint-Cloud, en juillet 2017. Il va sauver Hariri, qui est kidnappé par les Saoudiens à la fin de l'année. Enfin, il est très vibrillonnant. Actif, quoi. Actif, il essaye de... L'idée, c'est un peu de rompre un peu avec Hollande et Sarkozy, où la diplomatie française était un peu faséante, où on se souvient, tapis rouge pour Bachar al-Assad et Kadhafi à Paris, puis après soutien des rebelles arabes, on change de cap. Donc il veut reprendre un petit peu les rênes, j'allais dire, donner peut-être plus de cohérence, plus de force, essayer d'être disruptif, de parler, on va y revenir sur l'Algérie, de parler franc avec les Algériens, et puis finalement ce qu'on va constater, c'est que ça va s'étioler un petit peu au fur et à mesure. Alors justement, mais est-ce qu'il avait idée, ou il n'avait pas eu, il avait idée de ce qu'était le Moyen-Orient, parce que c'est très bien de vouloir être disruptif, de vouloir dire allez, moi je parle aux Algériens autrement, les Libanais aussi, sauf qu'il sait très bien ce que c'est que l'Orient, et l'Orient, enfin vous le savez, c'est beaucoup de palabres, et puis les nuances, et puis etc. Donc lui a voulu bousculer. Est-ce que c'était une méconnaissance du Moyen-Orient ou pas ? Alors, je pense qu'Emmanuel Macron connaissait peu le Moyen-Orient. En campagne électorale, il est allé à Beyrouth, au Liban, et c'est tout, je crois. En Algérie. Et à Alger. Donc, voilà, il n'avait pas une grande connaissance du Moyen-Orient. Simplement, comme vous l'avez dit, Emmanuel Macron est quelqu'un qui comprend très vite les problèmes, y compris les problèmes les plus complexes. Donc, moi, c'est ce qui m'a frappé lorsque je discutais avec lui sur les problèmes complexes du Moyen-Orient. C'était pas ses prédécesseurs immédiats. Donc, voilà, il connaissait. En quel sens c'était pas ses prédécesseurs ? Non, François Hollande était un peu, ou Nicolas Sarkozy avait des connaissances, je dirais, moins pointues. D'accord. Macron comprend très vite les problématiques. Il est pragmatique aussi. Il a une vision stratégique, il parle bien l'anglais, et comme l'a dit Christian, il a voulu remettre la France un petit peu sur la carte de cette région qui nous est importante. Simplement, il l'a fait avec son ADN, c'est-à-dire avec comment dirais-je, beaucoup de précipitation. Souvent, on examinera dossier par dossier, si vous voulez, avec un bon diagnostic, mais avec une mauvaise méthode. Une mauvaise méthode, c'est-à-dire un style assez quand même heurtant, parfois brutal. L'Algérie, le Liban, on en reparlera. Prenant les gens à rebrousse-poil, complètement, etc. Oui, voilà, par exemple, sur l'Algérie, on raconte bien... oui, racontez, oui. Ça
Oui, c'est-à-dire que il débarque à Alger en décembre 2017, et puis il trouve Bouteflika qui est quasiment mourant, il voit les caciques, la mononcle tyran, et puis il les secoue, il leur dit vous m'emmerdez en gros avec vos jeunes Algériens qui viennent en France, vous leur donnez pas de travail. Il va avant convoquer littéralement ce qui s'est jamais vu dans les annales diplomatiques entre la France et l'Algérie, le vieux général Gaïd Salah, qui est un maquisard de la guerre d'Algérie, et qui lui explique, qu'il déplie une carte du Sahel et qui lui dit voilà, là vous intervenez, pas ici. Enfin, il lui fait une leçon de stratégie militaire. L'autre est complètement médusé. Il se dit mais à qui j'ai affaire? Donc c'est assez brutal, assez violent. Le problème, c'est que pour revenir un peu au début, c'est que Macron est pressé. Et le problème, en Orient, celui qui est pressé a perdu. C'est-à-dire qu'il faut prendre du temps. Peut-être que c'est le quinquennat qui accélère la vie politique, mais en tout cas, que ce soit au Maghreb, au Machrek, dans le Golfe, partout, il faut prendre ce temps. Et Macron comprend vite et pense qu'en face, c'est une start-up et que les gens vont comprendre très vite. Et finalement, il va être un peu roulé dans la farine par les Algériens, par les Libyens, par les Libanais. Même absolument par les Libanais, oui. Oui, parce qu'au Liban, il a fait exactement la même chose. Il y a eu l'explosion au port de Beyrouth le 4 août 2020, dramatique, etc. Il y va, le 6 août, il fait une très bonne visite, il secoue, il invective, moi je l'ai suivi, il invective littéralement les dirigeants libanais, mais en même temps, c'est le cas de dire, il veut les garder. Il brandit la menace de sanctions contre eux. Il dit mais ils ont été élus, je peux rien faire, ils sont là. Hein. Et donc, si vous voulez, immédiatement presque, son message est brouillé. Sa première visite est un succès parce qu'il vient, elle est pleine d'émotions, il les invective, mais en même temps, il dit à l'opposition mais vous n'êtes pas structuré. Et 3 semaines après, il revient, les mêmes qu'il a invectivés, les dirigeants libanais, il refuse de les sanctionner et il veut garder Saad Hariri comme un pion indispensable. Donc, si vous voulez, il n'a pas été disruptif dans cette affaire-là. Et s'il avait été disruptif, effectivement, il aurait pu persévérer dans sa volonté initiale de sanctionner ces dirigeants. Et donc, in fine, il a déçu les Libanais, et en usant, effectivement, c'est pareil, là, on raconte des coups de téléphone qu'il a passés, un investissement, il s'implique. Macron, il a passé plusieurs coups de téléphone à Nabi Berri, aux dirigeants libanais, à Mustafa Ali, à Samir Jaja, etc. Toutes les communautés, donc, il a mis les mains dans le cambouis, et en face, pour reprendre un peu et poursuivre par rapport à l'Algérie, où il convoque ce vieux monsieur qui voit un jeune homme de 40 ans lui donner la leçon, il a en face de lui, au Liban, un monsieur qui s'appelle Nabi Berri, par exemple, qui a 81 ans, qui est chiite, président éternel de l'Assemblée nationale du Parlement, et il y a une altercation où Emmanuel Macron lui dit il faudrait faire ci, il faut faire ça, etc. Nabi Berri lui répond Inch'Allah. Et Inch'Allah, en arabe, ça veut dire demain, après-demain ou jamais. Emmanuel Macron lui dit monsieur, je ne veux pas que vous me disiez Inch'Allah. Et Nabi Berri lui répond Inch'Allah. Et donc, si vous voulez, il s'est retrouvé piégé par ces vieux briscards, ces vieux caciques qui ont vu ce jeune homme arriver avec beaucoup de bonnes idées, de belles intentions, qui les ont secoués. Ils se sont dit on va le faire attendre, on va le faire mariner. Alors la question que je vais vous poser à tous les deux après la pause, mais je vais vous la poser tout de suite et on en répondra. Dans tous les pays que vous avez gagnés, on a l'impression quand même qu'au fond, avec les interlocuteurs, Macron dit, comme il a dit avec les non-vaccinés, j'ai envie de les emmerder. Et le j'ai envie, je crois, joue un rôle non négligeable. Il bouscule, effectivement. Alors, il imagine qu'effectivement, en bousculant les choses, il va être obligé, ou les situations, ses partenaires vont être obligés de venir un petit peu sur son terrain. Sauf qu'au Moyen-Orient, comme vous l'avez dit, les choses avancent très très lentement, et on a la montre, mais ils ont le temps. C'est ça. On a la honte, mais ils ont le temps. C'est ça l'Orient face à l'Occident, et quelquefois on a tendance à l'oublier. Juste une question par rapport au Liban, parce que effectivement vous commencez le livre que je recommande aux éditeurs de Sud Radio, parce que vraiment ça informe. Il y a beaucoup d'informations et surtout beaucoup de révélations psychologiques, non seulement sur Macron, mais qui sont les gens quand on discute avec les gens. Et il y a une question de culture. Et au Liban, ce qui est très étonnant, c'est que je connais, comme vous savez, un peu ce pays. Non, mais ce qui est étonnant, c'est cette mosaïque où chacun lui dit, mais attends, c'est très bien, mais tu feras rien, mais lui,
il ne va pas faire. À chaque fois, vos interlocuteurs, oui d'accord, moi je suis d'accord, mais lui... le sérail libanais, c'est le village gaulois. C'est-à-dire qu'ils se détestent les uns les autres. Ils se sont combattus. Tous les gens que Macron rencontre, c'est des anciens de la guerre civile. Jaja, Jumblat, Nabi Berri, etc., etc. Donc il a des vieux briscards en face de lui qui ont survécu à tout, hein, et qui sont encore là, et qui ont une possibilité de bloquer. Et quand ils voient encore une fois ce jeune homme pressé, alors tout le monde est d'accord, hein, on veut faire ça, on veut faire ça. D'ailleurs Macron est surpris parce qu'il dit vous voulez tous faire des réformes mais on les a jamais vues. Donc il va se faire encore une fois asphyxier ou anesthésier par tous ces gens. C'est-à-dire que son énergie, et on y reviendra après, c'est qu'aussi Macron est très mal conseillé. Le staff derrière ne suit pas, donc à partir de là il est un peu tout seul en avant et il se retrouve un peu alors esselé. On va parler tout de suite de ces conseils, de tout cela après une petite pause. À tout de suite. Et sur Sud Radio, ils ont la montre et nous avons le temps, et nous prenons le temps jusqu'à 14h, et vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Christian Chesneau est grand reporter à la rédaction internationale de Radio France. Georges Malbruno, grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Et eux, vers l'Orient compliqué, ils ne sont pas allés avec des idées simples, mais avec des questions. Vous savez, c'est le plus important, c'est pas d'avoir réponse à tout, c'est d'avoir question à tout. Et les questions, ils se les sont posées. Et notamment, on va commencer par parler, c'est toujours ce portrait en creux, mais à peine en creux, de Emmanuel Macron, Superman jupitérien, justement les conseillers. Comment ça se passe? Parce que vous racontez aussi dans votre livre que, évidemment, que ce soit même du temps de Gaulle, Pompidou, mais après Chirac, il y avait vraiment une structure de conseillers très importante. Vous vous rappelez qu'en Amérique, ils sont 600 au National Council of Security, etc. Et en fait, avec la DGSE et le Quai d'Orsay, c'est plus ça vraiment. Ou en tout cas, c'est autre chose. C'est-à-dire que, vous savez qu'à l'Élysée, il y a une cellule diplomatique, hein, 12 diplomates qui sont censés gérer le monde, et sur lequel le président s'appuie. Mais on a senti, alors encore beaucoup plus chez Emmanuel Macron, parce qu'on sait que la politique étrangère est un domaine réservé du président, hein, depuis De Gaulle, mais là, la politique étrangère a été vampirisée complètement à l'Élysée, et donc le Quai d'Orsay a été... Qui s'est approprié... Oui, tout. On le voit bien sur la Libye. Il fait une conférence en 15 jours avec 3 conseillers, le fameux Paul Solaire qui est un ancien un ancien militaire, et donc voilà, il fait tout seul avec un petit groupe de conseillers. Le Quai d'Orsay est complètement marginalisé, c'est-à-dire qu'il a été dévitalisé tout au long de ce quinquennat, il n'a pas été réarmé, et donc d'ailleurs on a vu des diplomates qui disent on n'était pas au courant de ce qui se passe sur le Liban par exemple. Donc voilà, il concentre tout, et donc ça fait une forme de dysfonctionnement, parce que ce qu'on dit dans le livre, c'est que Macron apparaît comme un peu la tête d'épingle sur un système qui est un peu choutoilé, qui est un peu marginalisé. Vous avez la DGSE, on pourra peut-être y revenir, qui mène aussi une diplomatie parallèle. Direction générale de la sécurité extérieure. C'est les renseignements extérieurs. C'est Bernard Rémier, qui est d'ailleurs ancien ambassadeur à Beyrouth, qui mène aussi une diplomatie parallèle dans le cas libanais. Donc vous avez des engrenages. Mais la DGSE aussi ne tient pas vraiment compte de la DGSE. C'est-à-dire qu'il a été influencé forcément, puisque Bernard Rémier a fait des missions sur place. Donc c'est un son de cloche, mais au total, Macron est un peu tout seul finalement, et il décide tout seul. Et c'est ça un petit peu le problème, c'est que les structures étatiques, peut-être parce qu'il n'a pas confiance. Il y a Hassan Salamé, un des grands diplomates libanais, qui disait finalement, quand j'ai traité avec Macron, j'avais l'impression qu'il n'avait pas confiance dans son administration. Donc quand vous n'avez pas confiance, on raconte aussi ces conseils de défense à l'Élysée où les gens sont censés parler, s'exprimer, et vous avez Le Drian qui annonce ses notes, Parly, la ministre des Armées, qui ose à peine lever le petit doigt pour parler. Donc voilà, donc ça fait pas un environnement propice à, du dialogue, du débat, et effectivement phosphorer des idées, quoi. Donc on reste sur une espèce de politiquement correct, le politiquement correct du président. En fait, il n'y a pas un remue-ménage, il y a un remue de ses ménages, il n'y a pas un brainstorming, un storming de son brain. Mais justement, Georges Malbruno, est-ce qu'il écoute ou pas? Parce que vous parlez aussi dans votre livre, c'est très intéressant, parce que ça, il le fait, il a séduit combien de gens comme ça, et tant mieux pour lui. Vous savez, il vous regarde au fond des yeux, il dit, mais vous avez raison, oui, ça, là, je vous écoute.
Il y a ce côté, et les gens sortent en disant c'est extraordinaire, mais écoutez, il a tout compris. Est-ce qu'il y a ça chez lui? Est-ce qu'il écoute ou pas? Alors, je pense qu'il écoute effectivement parce que il a envie de connaître certaines situations. Simplement, ce que disent beaucoup de gens, c'est que in fine, il aime effectivement dans les conseils de défense être challengé, qu'il y a un débat, etc. Mais souvent, on a l'impression qu'à l'issue de ce débat, son interlocuteur doit venir sur ses positions. Et donc, c'est peut-être aussi ce qui limite son efficacité à l'étranger. Parce qu'en particulier sur le Liban, c'était assez facile de comprendre dès le début. Par exemple, oui, donnez l'exemple du Liban. Non, mais qu'il allait se faire, je veux dire, que l'initiative française qui était la sienne, les Libanais allaient la prendre, la dépouiller, et puis en fait sauver leur peau et ne pas faire de concessions à Emmanuel Macron, parce que voilà, il y a chez lui aussi, mais c'est pas nouveau, la recherche de coups médiatiques. Hein. On l'a vu au Liban, mais on l'a vu aussi, on le raconte assez bien, lorsqu'il va en Israël en février 2020, il atterrit à l'aéroport de Tel Aviv, il monte dans la voiture de l'ambassadeur de France et il lui dit « je veux faire un coup ». Et l'ambassadeur lui répond « si vous voulez faire un coup, il faut faire quelque chose qui n'a jamais été fait, donc vous allez au mur des lamentations ». Emmanuel Macron va au mur des lamentations, et puis ensuite, toujours dans cette même veine de recherche de coups, il a voulu imiter Jacques Chirac, mais une imitation qui était assez mauvaise. Vous vous souvenez, en 96, Jacques Chirac, sa fameuse... What do you want from me? Voilà. Et sa fameuse altercation avec les soldats israéliens qui l'empêchaient de rentrer à Sainte-Anne. Et Emmanuel Macron, qui parle bien l'anglais, là, il se met à parler mal l'anglais et à menacer des soldats israéliens, effectivement. Et donc, tout ça apparaît... Et il a refait le même coup que Chirac. Il a refait un peu le même coup, mais ça a fait pchit, quoi. C'est le cas de dire. Et donc, on le raconte aussi lorsqu'il a essayé. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a à la fois du volontarisme, des idées. Sur l'Iran, il a engagé un dialogue avec le président Rouhani, il l'a appelé souvent au téléphone, il était pragmatique, il a fait venir Javad Zarif au G7 de Biarritz, on s'en souvient. Et puis ensuite, 2 mois après, il y a dans cette volonté de faire des coups à l'Assemblée Générale des Nations Unies, les plombiers de l'Élysée sont allés installer un téléphone rouge entre la chambre à coucher de Donald Trump, l'hôtel où il séjournait, et celui d'Hassan Rouhani, pensant que les deux ennemis allaient se parler. Mais les deux ennemis n'avaient aucune intention de se parler, parce qu'on a interrogé les Iraniens, ils nous ont dit, mais on a tout de suite vu que c'était un jeu d'Emmanuel Macron, et les Américains, eux, l'entourage de Trump, on a dit, on a vu tout de suite que c'était un peu le show-off d'Emmanuel Macron auquel on est habitué. Et donc, voilà, c'est dommage, parce qu'il y a quand même beaucoup de volontarisme. C'est quelqu'un qui comprend les problèmes, qui a une vision stratégique, qui est pragmatique, mais in fine, on est plus dans l'illusion de l'action que dans l'action réelle. C'est dommage. Et puis l'autre question sous-jacente qu'on aborde tout au long du livre, c'est la place de la France dans cette région. C'est vrai que la France ne peut pas agir en solo. On a pu le faire, De Gaulle a pu le faire, Chirac a pu dire non aux Américains, mais là, au Liban, il faut travailler avec, justement, les Américains, voilà, qui eux ont le bâton. Et comme en Libye, vous en parlez, et les Européens. Les Italiens, en Libye, il exclut les Italiens tout de suite de la Libye, alors que les Italiens ont été le pays qui a colonisé la Libye, et donc, évidemment, les Italiens vont nous savonner la planche. Donc, voilà, il y a des faux pas diplomatiques, l'idée que la France pourrait faire tout toute seule. Et donc, on est ramené finalement à notre poids réel, c'est-à-dire qu'on est une puissance importante, mais il faut des alliances, travailler avec les Européens, les Américains, etc. etc. Mais alors justement, il y a un autre creux dans votre livre très intéressant, enfin la présence-absence en creux, et je voulais vous interroger là-dessus tous les deux, c'est l'Europe. Alors que ce Emmanuel Macron ne parle que de l'Europe, ça doit être à travers l'Europe, je parle même pas du drapeau européen sous l'Arc de Triomphe, enfin, c'est très important pour lui. Et dans ce que vous décrivez justement, la politique étrangère, on a l'impression que l'Europe n'existe pas. Il y a lui, mais il n'y a plus d'Europe. Il est en solo. Il est en solo, c'est-à-dire qu'il parle de l'Europe. Lui-même, il est pour l'Europe, politique étrangère européenne, enfin, etc., politique de défense, etc., etc. Non, on l'a vu sur la Libye, où effectivement il exclut les Italiens qui sont foudrages, parce que eux, c'était un peu leur précaré. Le Liban, on raconte des scènes où, quand il y a des réunions des diplomates européens, enfin, l'Union européenne convoque, la France envoie des diplomates de second rang. Donc il n'y a pas eu de coordination, et sur plein de domaines comme ça. Donc on joue solo, mais finalement, à la fin, on joue petit bras, parce qu'on peut pas avoir le bras de levier. Et ça va plus loin. Racontez l'épisode de Hassan Salamé et Angela Merkel.
Oui, alors. Truc de Berlin. Alors, évidemment, la France, C'est, on s'est fait prendre la main dans le pot de confiture avec nos missiles qu'on a retrouvés sur place, à la DGSE, les forces spéciales. On a joué un jeu très compliqué. Et donc, à la fin. On parle de la Libye, là. De la Libye. Ouais. Et donc, là, on joue un peu tous les jeux. Et là, celle qui va ramasser la mise à un moment donné, c'est Angela Merkel, parce que elle est calme, elle a un sang-froid. Elle appelle Hassan Salamé, qui est l'envoyé spécial de l'ONU sur la Libye, ouais. et elle lui dit, venez m'expliquer à Berlin, c'est quoi le problème, qu'est-ce qu'on peut faire. Et pendant 2 heures, Hassan Salamé, qu'on a interviewé, nous m'expliquait que, voilà, elle avait son gros carnet de notes, elle notait les choses, elle disait, j'ai pas compris, expliquez-moi, est-ce qu'on peut faire ça pendant 2 heures. Donc, j'allais dire, c'est presque l'anti-Macron. Et à la fin, c'est l'Allemagne qui fait la conférence de Berlin. Et c'est l'Allemagne qui prend Voilà. qui prend le truc. C'est fou, quoi. C'est très intéressant. On continue de se reparler après cette toute petite pause. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Christian Chesneau, Georges Malbruno, vous parlez du déclassement français. Est-ce qu'on peut dire, alors aujourd'hui, pas seulement Macron, mais même les prédécesseurs, on peut dire aujourd'hui, par rapport à quand, selon vous, la France s'est déclassée et à quel niveau ? Je pense qu'on peut dater de la fin du mandat de Jacques Chirac. Au Moyen-Orient et au Maghreb, ce déclassement a été accentué par Nicolas Sarkozy, qui, donc vous vous souvenez, a réintégré la France dans le commandement intégré de l'OTAN, s'est rapproché d'Israël et a fait perdre à la France cette voix un peu originale qu'elle avait. 2003 quand même. Chirac avait été disruptif. Pour revenir à la fameuse qualité qu'on prête à Emmanuel Macron, en 2003, il dit non aux États-Unis. Non à la guerre d'Irak. De Gaulle avait été disruptif aussi. Donc le déclin commence à partir de Nicolas Sarkozy, qui va être accentué sous François Hollande, avec les révoltes arabes qui vont être un peu on appelle ça le bûcher des vanités de la diplomatie française, parce qu'on s'est beaucoup planté sur le diagnostic. Et Emmanuel Macron, quand il arrive au pouvoir, veut justement, on l'a dit, contrer ce déclin. Il s'engage, Christian l'a dit tout à l'heure, sur beaucoup de dossiers. Il est pragmatique. L'Iran, l'Arabie Saoudite, c'est pas son truc. Il prend pas position, etc. Voilà, donc il mouille sa chemise, mais simplement, il n'y a pas eu de résultat, parce que la France reste qu'une petite puissance moyenne. Vous l'avez dit, vous l'avez dit hors antenne, que Walid Jumblat vous a dit, attendez, le bâton américain, ça compte, le bâton iranien, ça compte, là pour le Liban, le bâton français, c'est plus la même chose, quoi. La preuve, c'est que les Américains vont sanctionner des responsables libanais. La France sera incapable de sanctionner les Libanais. Et il faudrait attendre plusieurs mois, presque 8 mois après, pour que dans le cadre européen, on fixe un cadre légal avec quelques noms. Mais les Libanais nous ont dit, on a eu peur 3 semaines. Entre la première visite et la deuxième, on a eu peur 3 semaines, on s'est dit, oh là là, qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Il y a d'ailleurs des gens qui nous appelaient. Ils disaient, mais est-ce qu'on est sur la liste Macron? Et puis finalement, ils ont vu, il se passe rien. Et puis, effectivement, il s'est rien passé. Et donc, à partir de là, les Libanais, ils ont joué leur rôle. C'est un pays compliqué, il y a des alliances. Et donc, on n'a pas eu le poids suffisant. Il aurait fallu que Macron aille très vite, très loin. Voilà, au lieu de dire, je veux un gouvernement dans 15 jours. Mais c'était compliqué, parce que le Liban, on le dit aussi, il y a une part d'inceste dans la relation franco-libanaise. Voilà, vous avez Beyrouth-sur-Seine à Paris, vous avez on a un président. J'ai beaucoup aimé quand vous avez dit que le personnel de l'Élysée était fourni par Rafik Hariri, Noura. Tous les samedis, le personnel de l'Élysée mangeait libanais payé par Rafik Hariri. Donc on a eu un président qui avait une vision sur le Moyen-Orient, Jacques Chirac en l'occurrence, mais qui avait un talon d'Achille, c'était sa relation avec Rafik Hariri, qui était quand même problématique. Et donc, donc ce pays-là, quand Emmanuel Macron dit « vous avez tous touché, on le sait, vous le savez, etc. », il a raison, mais simplement, on a des gens autour de la table qui sont nos alliés, Jumblat, certains chrétiens et d'autres qui sont nos ennemis, le Hezbollah, Nabi Berri, etc. Et donc, mais tous sont dans le même panier de la corruption. Vous avez tous touché nos alliés et nos ennemis. Mais voilà, donc si on sanctionne uniquement nos ennemis, ça apparaîtra comme une manœuvre qui est vouée à l'échec. Et donc, in fine, on sanctionne personne. Et donc, quand vous menacez avec un bâton et qu'à la fin, vous ne tapez pas, vous agitez un sabre de bois.
Et alors, et la relation là, c'était le mandat français. Et la relation avec les anciennes colonies, enfin l'Algérie et le mandat, le Maroc. Bah justement sur l'Algérie, Macron a voulu faire de l'Algérie un des marqueurs de son quinquennat. On se souvient, il avait été à Alger en février 2017, quelques mois avant la présidentielle. Oui. Il dit colonisation, crime contre l'humanité. On sait qu'il est animé d'une volonté sur la repentance, de faire quelque chose d'avancé. Et c'est vrai qu'il va très vite, même s'il sermonne les vieux classique, il a envie d'avancer sur l'Algérie, un peu comme Chirac sur la rafle du Veldiv. Il se dit, je vais faire des gestes. Et il fait des gestes. Il rend par exemple les crânes des combattants algériens du XIXe siècle. Il fait le rapport Stora. Il reconnaît l'assassinat et la torture de Maurice Audin, de Ali Boumengel. Enfin, il déclassifie les archives. Enfin, il fait beaucoup de gestes. Sauf qu'en face, il y a un mur. Et les Algériens, en tout cas, le régime algérien, le pouvoir algérien, ne veut pas de réconciliation, ne veut pas... On s'en fout. On s'en fout. Nous, on est dans une rente mémorielle. D'ailleurs, ça va être intéressant. Maintenant, mars prochain, accord d'Évian. Juillet prochain, indépendance. Donc les Algériens, en tout cas, le pouvoir algérien, l'État profond algérien, finalement, a manipulé Macron, qui a fait beaucoup d'avance, qui a beaucoup mouillé sa chemise. Et d'ailleurs, à la fin... il va faire un petit coup de bâton sur les visas. Là, en octobre dernier, il dit je vais réduire les visas. Donc voilà, je crois que c'est ça aussi la méthode Macron, c'est que beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de volonté, mais sans prendre compte la réalité finalement de tout ça. Et c'est pour ça qu'il est peut-être même mal conseillé. Nous, on explique par exemple sur la cellule diplomatique, il n'y a pas de conseiller Maghreb. Il y a un conseiller Moyen-Orient qui fait de rabat. Dans la cellule diplomatique de l'Élysée, il n'y a pas un conseiller Maghreb. Non, il n'y a pas de conseiller Maghreb. Vous avez un conseiller diplomatique sur le Moyen-Orient et le Maghreb, donc en gros de rabat jusqu'à Téhéran. Et donc, c'est vrai que c'est des affaires tellement sensibles. Et surtout, on explique, et les gens le savent, la question algérienne, marocaine, etc., c'est des questions de politique intérieure. C'est-à-dire qu'il y a une telle communauté en France, on dit, c'est dans le rapport Stora, il y a 7 millions de Français qui sont concernés de près et de loin pour l'Algérie, qui ont un lien. Voilà. Donc, à partir de là, c'est très sensible. Donc, il faut y aller, je veux dire, aller doucement, prudemment, et puis surtout, à un moment donné... Dentelle. C'est de la dentelle. Mais voilà, donc il s'est un peu fait piéger, il s'est fait un peu rouler dans la farine un petit peu. Alors quels sont, disons, il y a eu quand même des points positifs. Quels sont les points positifs où on a réussi quand même certaines percées, qu'elles soient d'ailleurs des percées commerciales ou des percées où ça va plutôt pas mal en ce moment? Il y a eu l'été dernier, c'est passé inaperçu parce que c'était au moment où il y avait le retrait américain d'Afghanistan. Emmanuel Macron a participé à Bagdad à une conférence régionale où il était le seul dirigeant hors Moyen-Orient à être invité. Donc à cette conférence de Bagdad. Donc c'est le retour de la France en Irak et au-delà peut-être dans la création de cette structure là, puisqu'il y avait les Iraniens, les Saoudiens, qui pourraient permettre de régler un certain nombre de problèmes dans cette région qui en compte beaucoup. Donc ça c'est à mettre à l'actif d'Emmanuel Macron. Et puis il y a aussi sur ce qu'on appelle un peu la diplomatie sécuritaro-militaire, effectivement, avec l'Égypte. On a un partenariat industriel qui est très fort avec les Émirats Arabes Unis, puisque lors de la dernière visite d'Emmanuel Macron, il y a eu 80 Rafales qui ont été vendus. C'est notre partenaire stratégique dans la région. Voilà, simplement, ça se fait un petit peu au détriment aussi des droits de l'homme, là, sur un dossier sur lequel on est extrêmement discret. Mais sinon, sur l'Iran, ça a été quand même très, très limité, même si il avait au début des velléités. Donc, il a aussi, on a voulu regarder un petit peu, justement, par rapport au tempérament d'Emmanuel Macron, avec quel leader de ces deux régions il avait des bonnes relations. MBS, le saoudien, il n'y a pas d'alchimie. Oui, Mohamed Ben Salman. Ce sont deux jeunes un peu impétueux. Le président algérien, il avait bien commencé, ça s'est mal terminé. Mohamed VI, ça va pas parce que Emmanuel Macron, il est dans le business et il n'a pas envie d'aller passer 3 jours à Rabat avec tous les fastes, etc. Contrairement à Sarkozy aux autres. À Sarkozy. Et Mme Amounia. Et ça, pour le coup, ça on nous l'a dit. C'est qu'il a un peu nettoyé la relation, ce qu'on appelle la smalade d'Amamounia. Mais là, il a eu raison sur ce plan-là. C'est-à-dire que on nous a dit, il vient pas là-bas pour quand il a Mohamed VI au téléphone, c'est pas pour parler de la famille, c'est pour bosser. Et s'il a envie de se passer ses vacances à Marrakech, il va se les payer lui-même. Donc c'est vrai que là, il a rompu avec une espèce de tradition et Sauf qu'est-ce qu'elle n'est pas, alors non, je pose la question, est-ce qu'elle n'est pas aussi importante là-bas qu'ici, malheureusement ou heureusement? Non, je veux dire, est-ce que pour eux, sur le fond,
on revient à cette histoire que ce soit du Liban à Marrakech. Est-ce que, à tort ou à raison, pour le meilleur et pour le pire, mais c'est comme ça, est-ce que cette étiquette, cette cérémonie, cette on peut s'en passer ou pas? Surtout qu'on l'a bien vu dans l'affaire Pegasus avec l'espionnage, où les Marocains ont espionné un certain nombre de dirigeants français, et la réaction de la France a été zéro, parce qu'ils nous tiennent, il y a plusieurs centaines de milliers... 65 000. Retraités. Oui, de retraités là-bas. Il y a des contrats en négociation. 65 000 retraités français, au Maroc. Donc, si vous voulez, pour revenir sur quelqu'un nous disait, la France, nous sommes manipulés par le Maroc et nous sommes tétanisés par l'Algérie. Et donc, ça réduit notre capacité d'intervention. Et donc, c'est assez compliqué. Mais c'est vrai que beaucoup de gens nous ont dit, on revient sur Macron face à face avec ses chefs d'État, il n'a pas d'affect. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans du Chirac, voire du Sarkozy. Oui, alors ça, où effectivement on parle de la famille, on parle de la culture. Macron, lui, il est droit dans ses bottes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça marche avec Mohamed Ben Zayed, l'émir des Émirats, qui est effectivement quelqu'un sans affect, qui est sur le hard power. Et donc, on a une relation froide. Et c'est vrai que les Orientaux aiment la chaleur, aiment effectivement un peu de, j'allais dire entre guillemets, de douceur. Et ça, avec Macron, c'est un peu rude. Et ça, notamment les Marocains, l'ont pas beaucoup apprécié. C'est pour ça que, pour moi, votre livre, enfin, et vous avez bien le déclassement français, mais c'est vraiment parce que Macron n'est pas l'affect, on le voit aussi en France, pour le meilleur et pour le pire. Donc, il est ce qu'il est, et c'est vrai que vous avez fait un portrait remarquable avec ce qui se passe du Moyen-Orient, de Rabat à Riyad. On va se retrouver avec les auditeurs de Sud Radio, on va continuer de parler de tout cela. Et appelez-nous au 0826 300 300 pour poser vos questions à Christian Chesneau et Georges Malbruno. Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et c'est maintenant que vous prenez la parole au 0826 300 300 et nous sommes avec Christophe qui nous appelle d'Aix-en-Provence. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Christophe. Bonjour Augustin, bonjour. À André, bonjour messieurs et bonjour aux auditeurs et auditrices surtout. On vous écoute Christophe. J'ai trois petites remarques à faire. Je vais essayer d'étayer un petit peu, mais en étant synthétique. En soyant synthétique, voilà. Soyez bref, comme disait De Gaulle. Non mais exactement. Oui, mon général. Alors, première chose, il ne faut pas tout mettre sur le dos de l'ami Macron. Ça a commencé bien avant la présidence Macron. Avec Sarkozy, on est devenu plus atlantistes que les Atlantiques. C'est vrai, ils l'ont dit, on l'a dit. Malbruno. C'est vrai, vous avez raison. Voilà. Ouais. Deuxième chose, oui. En ce qui concerne monsieur le président Macron, monsieur Macron a été plus byzantin que les Byzantins. Donc, les Orientaux s'en méfient. Première chose, parce que il est Janus. Il vous dit oui un jour, il vous dit non après, il vous fait un sourire, donc il s'en méfie. Et troisième chose. Troisième chose, oui. Concernant donc l'information sur Madame Merkel, moi, il y a quelque temps de ça, quand il y a eu le plan de relance européen, j'ai regardé sur ARD, la chaîne allemande, la conférence commune. Oui. Alors la première chose, c'est qu'il y avait une journaliste allemande qui parlait un très bon français, mais le journaliste français ne parlait pas l'allemand. Mais ça, on s'en fout. Ce qu'il y a, c'est que M. Macron a parlé pratiquement 9 minutes en parlant toujours de l'Europe, jamais de la France. Frau Merkel a parlé 3 minutes en parlant toujours de l'Allemagne et des intérêts des Allemands. D'accord. Voilà ce que je voulais dire. D'accord, Christophe. Non mais je pense sur Macron byzantin, encore une fois, je pense que il avait pas une grande connaissance de la région. Il avait été une fois à Beyrouth et une fois à Alger. C'était pas, il connaît plutôt la banque, l'univers des banques. Donc là, c'est un monde un peu complètement différent. Et donc byzantin, ça veut dire malin ou un peu comment dire madré. Oui, un peu retors. Mais je pense qu'il a un peu exagéré sa supériorité
l'autorité et le poids de la France finalement. C'est-à-dire qu'il a pensé qu'avec une bonne intention, effectivement, quelqu'un de jeune il a surpris au début. Hein, c'est ce qu'on dit. Et intéressé. Il surprend les gens. Et avec les Algériens, parce qu'avant ça ronronnait avec les Algériens, une espèce de discours convenu, etc. Donc là, et il pense qu'en étant un peu brutal ou cash, il va faire bouger les lignes, quoi. Donc, sauf qu'il s'aperçoit, il ne comprend pas que là-bas, encore une fois, celui qui est pressé a perdu. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps. On voit bien les visites express. On a fait la dernière visite du président Macron dans le Golfe. C'est 2 jours, 3 pays. C'est-à-dire Abu Dhabi, Qatar et l'Arabie Saoudite, tout ça en 48 heures. Chrono. Donc forcément, là-bas, on aime le temps, on aime prendre le thé, on aime discuter. Non, et puis la vision à long terme. Et le long terme. C'est-à-dire que... long terme. Alors, c'est la recherche du coup médiatique, quoi. C'est ça. Souvent. Il n'y a pas cette vision qu'avait justement Chirac, qui avait une vision à long terme, parce qu'il avait une conception voilà. Là, chez Emmanuel Macron, mais ça c'était déjà le cas sous Nicolas Sarkozy. Il y avait, voilà, on veut aller vite. On a une conception de la politique extérieure comme un levier en termes de politique intérieure pour, grâce à la presse, pour montrer qu'on existe et puis pour rehausser sa stature. Voilà. Rappelons-nous ce que disait Churchill: un politicien pense à ses réélections, un homme d'État pense aux futures générations. Et ce que disait un petit peu sous De Gaulle, c'est-à-dire que sous De Gaulle, la diplomatie dictait des contrats, et aujourd'hui, c'est des contrats qui dictent la diplomatie. C'est-à-dire que quand on va dans le Golfe, en Égypte, c'est vrai qu'on met les droits de l'homme dans notre poche, et puis voilà. Alors après, on peut l'expliquer. Hein, je veux dire, c'est pas tout se justifie, mais c'est vrai qu'on a une politique un peu incohérente et difficile à suivre. Si on regarde les 15 années, bien maintenant, on pourrait suivre la politique française. Hein. Beaucoup de réactions au standard, mais on vous donne la parole et nous sommes maintenant avec Lionel qui nous appelle de Grasse. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel. Oui, bonjour à toute l'équipe. Et bonjour à M. Malbruno et son comparse que j'apprécie beaucoup. On vous écoute. Allez-y Lionel. Moi, je trouve que le pouvoir de la France s'est vraiment atténué depuis en fait que Sarkozy a laminé la DGSE. Je pense il faut garder un peu les pieds sur terre. On a une petite puissance dans un monde entouré quand même de très grands. Je crois que à mon sens, on rate le coche, que ça soit commercialement, que ça soit que ce soit au niveau des stratégies, on rate le coche. On est déjà une grande puissance en termes Europe. Et il faudrait une Europe. Enfin, moi, je pense que si on avait une Europe fédérale avec un petit peu resserrée, de façon à mutualiser aussi et les intérêts et les budgets, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Et les risques, évidemment, ouais, et les risques, parce que c'est bien gentil qu'on aille dire que c'est pas bien de faire ci, c'est pas bien de faire ça à des grandes puissances. Il n'empêche qu'on est tout seul et on est que 65 millions de personnes et on est un tout petit pays. Et évidemment, face à des pays qui commencent en plus à être émergents, Brésil, Inde, Chine, Russie, États-Unis, on est vraiment microscopique, donc notre voix ne porte pas. De plus, moi je pense que Macron, là, ce qui s'est passé avec l'Algérie et sa repentance, je suis pas persuadé moi que les Nord-Africains apprécient ce genre de choses. C'est-à-dire qu'ils vous le demandent, mais si vous cédez, je pense pas que ça lui porte crédit en fait. C'est-à-dire que c'est presque un acte de faiblesse pour moi. Et je pense que c'est perçu comme ça. Et donc après, ils vous respectent plus en fait. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait dire les choses sans les assumer pleinement et pour que ça reste entre guillemets latent. On sait très bien ce qui s'est passé, mais ni Macron ni nous ne sommes dépositaires de ce qui s'est passé en Algérie. Moi, j'étais pas né et vous non plus. Et voilà. Et on n'était pas. Et on n'est pas dépositaire des atrocités qui ont été commises. Donc Lionel, vous dites qu'on n'a pas la politique de ses moyens et on n'a pas les moyens de sa politique. Exactement. Remporter la DGSE, le savoir, je pense que c'est la première des armes. Si on sait, on est bien plus à même de pouvoir faire. Alors justement, je voudrais que Christian Chesneau ou Georges Malbruno, ou les deux répondent, justement, parce que c'est votre sous-titre, Élysée Quai d'Orsay DGSE. Est-ce que, comme dit Lionel, est-ce qu'on n'a pas vraiment, peut-être pas sacrifié, mais la DGSE devrait jouer, d'après lui, un rôle beaucoup plus important que ce qu'elle ne joue? Elle joue déjà un rôle important, et puis la DGSE, justement, Emmanuel Macron l'a dotée de beaucoup de ressources financières. Hein. La DGSE, d'ailleurs, Bernard Rémier, qui est un grand diplomate, quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a une belle expérience du Moyen-Orient, je veux dire, rêve, ou d'autres rêvent, d'en faire une espèce de ministère des Affaires étrangères bis. Hein. Ouais. Un peu qui aurait à la fois le renseignement et la diplomatie. Oui, c'est aussi important que la CIA en Amérique, aujourd'hui, la DGSE.
Ah non, c'est beaucoup moins important en termes de ressources. Non, c'est moins important parce que c'est moins important. Et puis il faut bien reconnaître aussi qu'il y a eu quand même le président n'était pas content. Là, on sort de notre domaine lorsqu'il y a eu le coup d'État au Mali. La DGSE n'a rien fait remonter. Donc là, il y a eu un coup de téléphone, je crois, d'Emmanuel Macron à Bernard Rémier pour lui dire je vous ai donné beaucoup d'argent. Il serait quand même bien important que vous sachiez ce qui se passe. Donc voilà. Après, je pense que sur ce qu'a dit Lionel, Emmanuel Macron a quand même un parler vrai qui est intéressant. Sa première rencontre avec Mohammed bin Salman, ce jeune prince héritier saoudien impétueux, MBS le prend de haut et lui dit, c'était à la fin 2017, après l'accord nucléaire iranien, si jamais les sociétés françaises vont en Iran, elles ne viendront pas en Arabie Saoudite. Et Emmanuel Macron lui répond, on ne parle pas comme ça à un président de la République française. Donc c'est à partir de là d'ailleurs que l'alchimie n'a pas opéré. Donc voilà, il y a un parler vrai, il y a une posture qu'il a voulu rétablir. Simplement, encore une fois, la France est une puissance moyenne et notre affaiblissement diplomatique est aussi le reflet de notre affaiblissement économique. L'Allemagne est beaucoup moins vocale au plan des déclarations, mais elle a une puissance économique qui lui permet d'agir et d'opérer au Maghreb comme au Moyen-Orient. Augustin. Et nous sommes maintenant avec Pierre qui nous appelle de l'Ain. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Pierre. Bonjour à vos invités, M. Malbruno. On vous écoute. Son collègue. Donc, moi, la question est assez simple. Au final, la décadence de l'État, elle s'opère depuis le général de Gaulle, puisqu'on voit bien que tout le monde va poser sa petite fleur sur la tombe du général, mais depuis, on n'a pas eu un seul homme d'État digne de ce nom. Au final, quand on ne respecte pas sa population, que l'on est capable de dire qu'on les tient, on les aura, ces connards, qu'on stigmatise une partie de la population, comment peut-on ne pas déliter et décadencer notre État? Parce que quand des termes comme cela sont donnés et visés vers une partie de la population, ça fait le tour de la planète. Donc à mon sens, aujourd'hui, la question c'est, si l'on n'a pas un vrai chef, et ça dure depuis le général de Gaulle, comment la France ne peut pas être décadente? Je crois qu'il y a aussi un problème. Question. Oui, mais c'est vrai, c'est un vrai débat. Je pense qu'il y a aussi un problème. Je pense qu'il y a un problème de cohérence, c'est-à-dire effectivement de ne pas faire ce que j'appelle la diplomatie des essuie-glaces. On soutient les régimes autoritaires. Printemps arabe, on soutient les manifestants. Maintenant, c'est les régimes autoritaires, donc il y a un manque de cohérence. Et puis, on disait le gaullisme, c'est une prise de risque. Pendant les années 70-80, la France prenait des risques. On a sauvé Arafat en 82 de Beyrouth. On était à la pointe. Et on avait un langage original. Voilà. Et c'est là où pardon Christian, où la voix de la France était entendue. Si à partir de 2007, Nicolas Sarkozy est revenu dans le commandement intégré de l'OTAN, s'est repositionné dans une position très atlantiste, on n'intéresse plus personne. Et on l'a vu cet été avec le désastre de l'affaire des sous-marins australiens, où finalement, même les éléments néoconservateurs du Quai d'Orsay, à la fin, en sont arrivés à la conclusion de dire il faut revenir à une posture gaulliste. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut revenir à une posture gaulliste, une certaine indépendance, et c'est comme ça qu'on sera entendu. Être capable de dire non. Par exemple, sur le dossier iranien, sur plein de dossiers, de retrouver notre capacité à parler 360 degrés. Et on l'a bien vu sur le Liban, où on cite cette note du Quai d'Orsay au Liban qui dit on a nos ennemis et nos amis. Voilà, donc vous travaillez avec vos amis, mais on ne peut pas les sanctionner, donc on se piège nous-mêmes aussi. Oui, c'est ça. Mais est-ce que... Alors, la vraie question, et la question que nous pose Pierre, c'est est-ce qu'au fond, est-ce qu'on peut encore avoir une politique du non? Est-ce qu'une politique gaulliste française est possible aujourd'hui? N'oubliez pas, on est 60 ans après. Est-ce que c'est si on n'a pas la force de l'Europe, et malheureusement on n'en est pas là, s'il y avait effectivement une Europe unie, fédérée, pas une espèce d'ersatz de Commission européenne, là effectivement on pèserait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, très sincèrement pour vous, qui passez votre temps sur le terrain, on pèse, évidemment, on pèse moins parce que je vous dis, économiquement, on pèse peu. Et donc, diplomatiquement, a fortiori, on pèsera moins. Donc c'est pour ça qu'il faut, pour des initiatives, au Liban ou ailleurs, qu'il y ait une initiative européenne, associer l'Allemagne, associer l'Italie et l'Espagne, qui sont des pays méditerranéens. Sur la Libye, ça a bien été dit, donc on ne peut pas jouer en solitaire. Voilà, donc il faut jouer collectif. Il y a aussi un aspect qu'on n'a pas abordé, mais qui est important, c'est notre relation à l'islam.
en France, comme vous le savez, nous avons dans le débat, la place de l'islam est devenue quasiment obsédante, etc. Bon, du Maghreb, une communauté musulmane importante, communauté musulmane importante, etc. Une espèce de d'hystérisation de ce débat autour de l'islam. Si vous voulez, c'est pas bon pour l'image de la France dans les régions que nous pratiquons, du Maghreb au Moyen-Orient. Si vous voulez, ça projette une image d'un pays qui a un problème avec les musulmans. Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, avait bien commencé son mandat en disant, attention, ne faisons pas l'amalgame entre islam et islamisme. Très bien. Et ensuite, il a eu ce discours des Mureaux qui était, où il a commis l'erreur d'un point de vue, je dirais, géostratégique, de donner une leçon à l'islam, dire l'islam est en crise, etc. Ce n'était pas à lui de le dire, en tout cas ça a été très mal perçu, et on a vu quand même des drapeaux français qui ont été brûlés, ce qui ne s'était jamais vu, des portraits du président au Pakistan, dans la bande de Gaza ou en Libye. Donc là aussi, si vous voulez, ajoutez à ça la politique restrictive sur les visas, la France intéresse beaucoup moins maintenant cette partie du monde, les jeunes. Oui, mais en même temps, vous savez très bien qu'il y a un vrai problème d'immigration, un vrai problème d'islamisme radical, un islamisme politique. Et il faut le traiter. Mais est-ce que ce n'est pas la même chose? Regardez, moi je voudrais juste vous revenir parce que c'est très important, je suis très frappé par ça. Nos amis Onzoni, quand vous avez parlé de votre chapitre sur le Liban, oui, d'accord, il arrive. Mais est-ce que Macron aurait pu dire, en poussant, parce que normalement c'est ça, il va dire, écoutez, moi, il y a des gens avec qui je peux pas parler parce que vraiment vous avez une politique différente. C'est-à-dire, quand il va parler avec le Hezbollah et compagnie, bon, il va parler avec tout le monde. Bien sûr. Sauf que résultat, justement, ça ne donne rien. Est-ce qu'il pouvait prendre parti? Est-ce que n'aurait pas été intéressant de prendre parti? Non, il était obligé d'avoir tout le monde. Le Hezbollah, c'est tellement important au Liban. Et justement, certains Libanais nous ont dit, on pensait que Macron, sur le Hezbollah, avait l'oreille des Iraniens. Donc il y avait une espèce de caisse de résonance et qu'il y avait une articulation régionale. Alors qu'il n'y avait pas du tout. Il y avait un backing, voilà. Et ça, il l'avait pas. Pour revenir à la France dans le Moyen-Orient, on a encore des atouts. Hein. Alors, c'est pas forcément la francophonie, mais par exemple, le hard power, la présence militaire, les armes, effectivement, on pèse encore. On est le seul pays européen à peser encore militairement. On a des bases, etc. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on a à dire, quelles sont nos priorités, etc. Et un peu de cohérence. C'est-à-dire qu'on peut pas faire la leçon à tout le monde, par exemple, sur les droits de l'homme, et puis, de l'autre côté, faire des affaires avec Sisi, les Émirats. Voilà. Donc... En vrai, sur le Liban, c'est intéressant peut-être de prolonger, parce que Macron y va le 6 août 2020. Effectivement, il associe le Hezbollah à sa table ronde. Moi, j'ai retrouvé Mohamed Rad du Hezbollah, qui m'a raconté, etc., son dialogue avec Emmanuel Macron. Et là, Emmanuel Macron est dans le réalisme, la réelle politique. Et il a raison, parce qu'il dit aux Libanais qui ne sont pas d'accord, mais écoutez, vous les avez élus. Le Hezbollah, on l'aime ou on l'aime pas. Il est là, ils ont des députés, il y a grosso modo 1 million de personnes qui les suivent. Simplement, là où peut-être il est allé un peu trop vite, c'est que, très bien, il invite le Hezbollah parce qu'il il est partie prenante à la fois du problème et de la solution, mais il fallait qu'il se couvre avec l'Iran en même temps. Il fallait qu'il se couvre aussi peut-être avec l'Arabie Saoudite ou avec les Européens. Simplement, il y est allé un petit peu seul, comme ça dire, la France intervient et in fine, ça a donné ce que ça a donné. On se retrouve tout de suite après ceci. Absolument, vous nous appelez au 0826 300 300. Il vous reste 10 minutes, à tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes avec Iskandar qui nous appelle de Saint-Malo. Bonjour Iskandar. Bonjour Iskandar. Bonjour. Je vous appelle parce que je suis d'origine libanaise. Oui. Donc, j'ai beaucoup réfléchi sur le problème du Liban et de la France. Et je pense que le problème vient du fait que la France, après le général de Gaulle, n'est pas du tout laïque, mais anticléricale. Vous voyez, c'est totalement différent. Bon, il y a beaucoup de gens qui se pensent laïcs, mais en réalité, ils sont anticléricaux. Et cette politique-là a été a donné des résultats catastrophiques chez les maronites au Liban. C'est-à-dire que moi, je suis maronite. J'ai constaté que... Je rappelle, maronite, c'est chrétien. Voilà, chrétien, maronite, catholique. Oui, bien sûr. Donc on est des catholiques. Donc on suit le pape. Alors, j'ai constaté que dans la société maronite elle-même, elle est devenue anticléricale en réalité, parce que bon, il
y avait des lycées, on parlait français, donc on était... les frères, les maristes, voilà. etc. Ouais, Exactement. Donc en réalité, on était devenus, comme les Français de France, anticléricaux. Et je pense que... Oui, allez-y. Oui. Qu'est-ce que ça change de l'anticléricalisme pour vous? C'est ça que je voulais dire. Ça donne quoi? Ça donne que finalement les gens deviennent matérialistes, c'est-à-dire que dès qu'on n'est plus, c'est-à-dire quand vous déchristianisez un pays, c'est la loi du plus fort qui s'installe. Bon, quelle qu'elle soit, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Oui, mais Iskandar, malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel côté on se place. Tellement de pays sont déchristianisés. Est-ce que vraiment c'est la loi du plus fort qui s'installe? Est-ce qu'on a besoin de ça? Regardez des pays non christianisés du tout, ou laïcs ou athées. Malheureusement, le rapport de force, il s'installe en dehors de la religion aussi, comme vous le savez. Ça, j'aimerais bien. Pour le moment, moi, j'ai une formation quand même un peu d'historien. Au contraire, je constate que dès qu'on déchristianise une société, forcément qu'elle soit... Vous savez, à mon avis, l'islam n'est pas le problème. L'islam, probablement, c'est une religion en fin de route, quoi. Ils ont beaucoup de problèmes, ils vont pas survivre très longtemps. Par contre, le christianisme, il a une idéologie qui peut surmonter, disons, la raison, c'est-à-dire c'est une question de raison. À mon avis, c'est tant que la France sera anticléricale, il n'y aura pas de solution, quoi. Parce que c'est la loi du plus fort qui va dominer, quoi. D'accord. Moi, ce que je voudrais rebondir sur ce que dit Iskandar, parce qu'on avait écrit un autre livre qui s'appelait Les chemins de Damas, et effectivement, la République française a eu effectivement un double langage, c'est-à-dire qu'effectivement laïcité en France, anticlérical ou pas, et c'est vrai qu'au Moyen-Orient, il y a eu une politique des minorités. On l'a vu après le mandat en 1920 en Syrie, on voulait créer un État alaouite, un État druze, etc. Et c'est vrai que c'était un peu une contradiction entre notre politique et le Liban maronite, etc. Donc c'est vrai qu'il y a eu toujours une espèce de hiatus entre notre idéologie laïque, républicaine, qu'on a appliquée en France, et c'est vrai que notre vision Moyen-Orient, on s'appuie sur des minorités, les chrétiens ici, les sunnites en Irak, etc. Donc c'est vrai qu'il y a eu parfois des hiatus sur ce domaine précis de la religion. Oui, enfin c'est la religion, je veux dire... Les communautés en tout cas. Comme disait Roland, je suis athée, Dieu merci. Ça va prendre beaucoup de temps, ça. La dernière question. Oui, un dernier auditeur très rapidement, et c'est une auditrice, Françoise, qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Françoise. Françoise, on vous écoute rapidement, mais allez-y. Françoise, oui. Bonjour à tous. Oui, moi je voulais intervenir, c'était par rapport à ce qui est arrivé au tennisman, CERN. Oui. Je trouve que c'est tout à fait normal. Au moins, l'Australie, elle n'est pas sans couilles comme notre pays. Parce que la ministre des Sports dit en fait qu'elle pourra accueillir des gens non vaccinés. Oui. Et nous, pourtant, on a bien compris qu'on était des non-citoyens. Donc, on n'avait droit à rien. Donc, moi, je trouve que c'est quand même... c'est fort de café, quoi. Et donc, moi, je pense que c'est quand même... C'est normal. L'Australie, au moins, elle applique les mesures qui conviennent. Et ce n'est pas le cas de la France qui méprise. Si on a de l'argent, voilà, on peut faire ce qu'on veut, hein. C'est clair. Mais par contre, si on n'a pas d'argent, on est au banc de la société. Pays. Françoise, écoutez, on va rediscuter de l'histoire de nos Covid et surtout de la vaccination. Juste une dernière question à Christian Chesneau, Georges Bruno. Mais juste un mot. Est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, la France seule peut occuper un véritable rang encore au Moyen-Orient, pour ne parler que de ce que vous avez parlé dans votre bouquin? Ce qu'on disait, c'est qu'il faut un petit peu s'allier avec, faire des binômes, des petites alliances. C'est pas forcément l'Europe à 27, mais avec les Italiens sur la Libye, avec les Allemands, avec les Espagnols, il y a moyen de faire. Et puis encore une fois, c'est la conclusion, retrouver une forme d'autonomie stratégique. À un moment donné, il faut être capable de dire non de temps en temps. Sinon on est pro-américain, on est dans le camp atlantiste, et effectivement, et sur place.
que ce soit au Maghreb ou au Machrek, au Moyen-Orient, les gens veulent une France justement autonome, indépendante. C'est ça, c'est ce qui fait notre force. Et n'oubliez pas qu'ils nous ont beaucoup aimés pour notre histoire aussi. Et on le sait pour tous ceux qui ont vécu au Proche-Orient. Et l'histoire, vous la prolongez dans ce livre qui est bien plus complexe, cette interview, bien que longue. Le grand déclassement, Élysée, Quai d'Orsay, DGSE, les secrets d'une guerre d'influence stratégique aux éditions Michel Lafon. Merci beaucoup. Et puis tout de suite, Brigitte Lahaye.